Voici l'essentiel sur la maîtrise du français parlé au quotidien. Le secret pour passer d'un français scolaire, un peu rigide, à une langue super fluide et authentique, c'est d'abandonner la traduction mot à mot pour adopter direct les expressions idiomatiques de tous les jours. Premièrement, il nous faut ce fameux vocabulaire de survie, vous savez, ces petites phrases typiques comme « j'ai la flemme » pour exprimer la paresse ou « c'est nickel » pour dire que tout est parfait. Franchement, voyez ça comme la sauce qui lie un plat. Sans elle, votre maîtrise de la grammaire est peut-être correcte, mais votre discours reste complètement sec et robotique. Alors maintenant que l'on connaît ces ingrédients, comment le cerveau peut-il les retenir ? Deuxièmement, parlons de la stratégie d'assimilation. On ne sélectionne que 10 expressions par semaine, on crée ses propres phrases et on les utilise impérativement dans les 48 heures. Parce que, sérieusement, pourquoi essayer d'avaler 50 expressions d'un coup alors que la science de l'apprentissage nous dit de n'en digérer que 10 par semaine ? Mais attention, même avec une bonne méthode de mémorisation, l'exécution sur le terrain peut complètement échouer. Finalement, méfiez-vous des pièges. Il y a le problème du contexte, genre sortir un mot très familier dans une situation formelle, et surtout l'absence de pratique orale. Vous pensez que lire cette liste en silence suffit ? Absolument pas. Si vous ne prononcez pas ces mots à voix haute, ils resteront inutilisables face à un vrai francophone. En fin de compte, la véritable aisance en français ne s'acquiert pas en mémorisant un dictionnaire, mais en osant prononcer et vivre ces petits blocs de langage chaque jour. Saviez-vous que parler avec une grammaire absolument parfaite peut paradoxalement détruire totalement vos chances de vous faire de vrais amis dans une nouvelle culture? C'est fou quand on y pense, ouais. Ah mais complètement. On a toujours cru que la perfection linguistique, c'était le but ultime, le Graal quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, on va découvrir pourquoi le cerveau des locuteurs natifs préfère largement l'imperfection, les petits raccourcis et même un certain chaos. Un chaos organisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Pour quiconque a déjà appris une langue, il y a ce moment assez universel qu'on appelle souvent le plateau de l'intermédiaire, le fameux niveau B1. Ah, le niveau B1. La zone de turbulence par excellence. C'est exactement le mot. Parce que sur le papier, tout va bien. On connaît ses conjugaisons, on a un vocabulaire de survie tout à fait honorable. On peut commander un café sans problème. Voilà. Commander un café, réserver un billet de train sans transpirer, aucun souci. Mais alors, dès qu'on se retrouve invité à un vrai dîner, C'est là que ça se complique. c'est le naufrage. On est entouré de personnes qui parlent à vitesse réelle, avec de l'argot, des blagues, des mots coupés en deux. Et là, on a l'impression de survivre, pas du tout de vivre. Ouais, c'est un épuisement mental total, en fait. Absolument. Parce qu'on passe son temps à traduire chaque mot, un par un, dans sa tête. Et c'est l'éternel gouffre entre la théorie pure des manuels scolaires, qui est très géométrique, très aseptisée, et la pratique de la rue, qui, elle, est organique. Mm. On a quitté la sécurité de la plage des débutants, mais on n'a pas encore le moteur pour naviguer de façon fluide. C'est une belle image. Merci. En fait, la charge cognitive est à son maximum à ce stade. Le cerveau essaie d'appliquer des règles de grammaire super complexes en temps réel, pendant que la conversation, elle avance déjà à la phrase suivante. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour notre analyse aujourd'hui, nous nous appuyons sur un document conçu justement pour briser ce plafond de verre. C'est le guide The Fluent French Guide, 50 Essential Everyday Expressions. Un document très précieux pour les apprenants. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, ce n'est surtout pas de lister ces 50 expressions comme on lirait le dictionnaire, de A à Z. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Non. Le but de cette exploration, c'est de comprendre la mécanique invisible derrière tout ça. On veut décrypter comment le fait d'adopter des tournures un peu familières transforme littéralement la façon dont on est perçu. Et surtout, par quel mécanisme neurologique on peut forcer son propre cerveau à retenir ces nuances sans faire de surchauffe. C'est le point clé. Et c'est une démarche fascinante. Car maîtriser ces petites phrases du quotidien, ce n'est pas juste un bonus, c'est pas la cerise sur le gâteau. Ah non. Non, c'est le cœur même de l'intégration sociologique. La vraie fluidité commence quand on arrête d'assembler des mots un par un, comme des briques de Lego. D'accord. Et qu'on commence à utiliser des blocs préfabriqués. C'est ce que les linguistes appellent des séquences toutes faites ou des chunks en anglais. Des chunks, ouais. Et c'est ça qui permet de libérer de la mémoire vive dans le cerveau pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir la connexion humaine, l'humour, le débat. Eh bien justement, parlons-en de cette connexion humaine fondamentale. Le tout premier contact. Le plus important. Oui, parce que pour quiconque arrive dans un nouvel environnement, l'urgence absolue, avant même de débattre de grandes philosophies, c'est de gérer le quotidien sans avoir l'air d'un robot.
c'est clair. Comment survivre au simple fait de saluer un collègue dans le couloir, par exemple? On abandonne très vite les salutations protocolaires des manuels pour des choses extrêmement denses culturellement. Des raccourcis. Exactement. On voit apparaître des formules comme c'est la galère pour décrire un problème technique avec la machine à café, ou j'ai la flemme pour avouer qu'on ne veut pas aller à la réunion. Ou encore le fameux « t'inquiète ». T'inquiète, le classique. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme de signalisation tribale qui s'opère en arrière-plan. C'est-à-dire? Bien, quand quelqu'un a choisi de dire « j'ai la flemme » plutôt que « je n'ai aucune motivation pour accomplir cette tâche », il ne fait pas que raccourcir sa phrase. Ouais. Il envoie un signal subliminal très puissant à son interlocuteur. Il lui dit en gros « je connais les codes invisibles de ta culture et je suis assez à l'aise avec toi pour baisser la garde ». Oh, c'est intéressant ça. Et sur le plan cognitif, le cerveau du natif ne décode même pas les mots individuellement. Il reçoit l'expression comme un seul bloc d'information, une émotion brute. C'est une énorme économie d'énergie pour tout le monde. J'ai une image en tête pour bien comprendre ce basculement. Allez-y, je vous écoute. L'apprentissage académique du français, c'est un peu comme apprendre le solfège et jouer une partition de musique classique. C'est magnifique, la structure est parfaite, chaque note est exactement à sa place, mais Mais si vous arrivez dans un club de jazz, c'est ça, hein? vous arrivez dans un club de jazz avec votre petite partition sous le bras, alors que tout le monde est en train d'improviser, vous êtes complètement hors tempo. Complètement. Ces expressions familières, ça roule, ce impec ou le laisse tomber, c'est pas du solfège, c'est du jazz. C'est jouer à l'oreille, sentir le rythme de la salle et s'y adapter instantanément. C'est une super métaphore. Et si l'on poursuit sur cette idée de partition parfaite, on comprend très vite pourquoi la perfection grammaticale peut carrément devenir un obstacle social. Un obstacle? Ouais. Carrément. Imaginez quelqu'un qui formule une phrase majestueuse, avec une syntaxe redoutable d'une précision chirurgicale, juste pour demander où se trouve l'imprimante. Ça fait bizarre, ouais. Ça crée immédiatement une barrière. Inconsciemment, le collègue se sent jugé, ou il sent qu'il a affaire à une personne très rigide. Ah oui, je vois. Alors que l'imperfection d'un « c'est nickel » ou d'un « t'inquiète », c'est chaleureux. Le raccourci imparfait horizontalise la relation. Ça crée de la symétrie. Exactement. On relâche la pression ensemble. C'est un vrai code d'accès social, en fait. Mais bon, une fois que ce code est validé par un petit ça roule près de la machine à café, on ne peut pas rester indéfiniment à la surface. Non, la conversation doit s'approfondir. Pour tisser de vraies relations, il y a un moment où il faut dévoiler son monde intérieur. Ses opinions, ses émotions. C'est inévitable. Et c'est là que l'analyse des outils comme « à mon avis »,« je trouve que » ou des trucs beaucoup plus bruts comme « c'est faux » ou « je suis énervé » prend tout son sens. Et là, la source de notre analyse est très claire sur un point crucial. Lequel? Le dépassement de la peur de l'erreur. C'est central. Utiliser le langage des émotions, ça nécessite d'accepter une certaine perte de contrôle. Et de la vulnérabilité? Tout à fait. La consigne cognitive du guide est stricte. Il faut utiliser ce vocabulaire affectif, même si votre conjugaison est bancale ou si le choix du mot est approximatif. Même avec des erreurs? Oui, car l'émotion prime toujours sur la forme dans la communication humaine. Alors, attendez, là je me mets à la place de l'apprenant et ça me paraît presque suicidaire par moment, non? Comment ça? Imaginons, si je suis dans une réunion professionnelle et que je lâche un énorme « c'est faux » bien sonore parce que je n'ai pas mesuré le poids culturel de cette affirmation, Oui. ou pire que je dis « je suis énervé » à mon manager, au lieu de dire « je suis contrarié », je risque de créer un vrai malaise, non? C'est sûr que la nuance est importante. Est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu le danger social d'utiliser des termes à forte charge émotionnelle sans en maîtriser le dosage exact? Cela soulève une question importante sur la manière dont les sociétés gèrent la friction linguistique. C'est-à-dire? Oui, il y a un risque de dérapage ou de maladresse, c'est indéniable, mais ce que l'observation sociolinguistique démontre, c'est l'existence d'un facteur de pardon. Un facteur de pardon. Oui, un facteur de pardon très élevé. Lorsqu'un natif perçoit un accent étranger ou une syntaxe en construction, son cerveau ajuste automatiquement ses attentes. Ah, il baisse ses exigences linguistiques, en gros. Voilà. Si l'effort d'authenticité est sincère, la maladresse n'est plus perçue comme une agression. Elle est vue comme une tentative de connexion. C'est rassurant. Et plus crucial encore, c'est littéralement l'unique moyen de calibrer sa boussole sociale. Si on n'ose jamais le « c'est faux »,
On ne verra jamais le léger recul de surprise de son interlocuteur. Ah, le retour visuel. Exactement. C'est ce micro-feedback visuel, cette légère friction, qui va enseigner au cerveau de l'apprenant à utiliser plutôt un « je ne suis pas tout à fait d'accord » la fois suivante. Donc, sans exposition au risque, l'apprentissage émotionnel de la langue est cliniquement mort. On reste enfermé dans son dictionnaire. Tout à fait. Il faut accepter de se brûler un peu les doigts pour apprendre à cuisiner. C'est très clair. C'est le prix à payer. Mais même avec tout le courage du monde, si on ose exprimer ses opinions, il reste une barrière purement biologique, physique. Vous parlez de l'acoustique. Oui, l'acoustique, la prononciation et le rythme. On peut avoir la phrase familière parfaite, placée au bon moment, avec la bonne intention. Si le tempo est mauvais. Voilà, si la mélodie vocale est fausse, le message rebondit contre un mur. Le rythme, c'est l'ossature de l'intelligibilité. C'est là qu'interviennent les marqueurs temporels étudiés dans notre source. Des petits mots comme « tout de suite »,« dans un instant »,« d'habitude ». Ce ne sont pas juste des adverbes de temps du coup. Pas du tout. Dans la bouche d'un locuteur fluide, ce sont des respirations, des charnières rythmiques qui annoncent au cerveau de celui qui écoute la structure de ce qui va suivre. Le problème majeur survient avec la traduction littérale. Traduire mot à mot depuis la langue maternelle, ça détruit totalement la cadence naturelle, la prosodie de la langue cible. C'est comme essayer de danser une valse sur un tempo de hip-hop. Exactement. Les corps finissent par se cogner. L'analogie qui me vient toujours à l'esprit quand on aborde ce gouffre de la prononciation, c'est celle du code PIN d'une carte bancaire. Oh, j'aime beaucoup cette image. Imaginez, votre compte en banque est rempli de millions de mots de vocabulaire. Vous connaissez toute la grammaire, vous êtes riche d'idées complexes. Et vous arrivez à la caisse pour payer. Vous insérez votre carte, mais vous tapez le mauvais code PIN, c'est-à-dire que votre prononciation est incompréhensible ou que l'accent tonique est au mauvais endroit. Que se passe-t-il ? La transaction est refusée. Boum, refusé. Le terminal s'en fiche complètement que vous soyez millionnaire en vocabulaire. La communication est bloquée instantanément. Et le cerveau de l'auditeur fonctionne exactement comme ce terminal de paiement sécurisé. Vraiment ? Oui. Le cortex auditif d'un natif s'attend à recevoir des fréquences sonores et un découpage syllabique très spécifique pour que le décodage se fasse en arrière-plan, inconsciemment. Donc si on a un fort accent ou un mauvais rythme, Si le code PIN focal est erroné, le cerveau de l'interlocuteur bascule en mode alerte. Il doit soudainement utiliser son énergie consciente, non plus pour comprendre le sens de votre histoire, mais pour déchiffrer le son que vous venez de produire. d'où la fatigue de ceux qui nous écoutent quand on prononce mal. C'est pour cela que la négligence de la prononciation est fatale. Et c'est la raison pour laquelle le guide insiste tant sur le fait de s'enregistrer et de répéter à voix haute. On ne modifie pas un code PIN vocal par la lecture silencieuse. Impossible. Parler est un acte biomécanique. Il faut entraîner les muscles de la mâchoire, de la langue, du diaphragme à adopter de nouvelles postures. C'est de la mémoire musculaire. Purement et simplement. Bon, alors si on récapitule un peu notre équipement de survie, on a les séquences toutes faites pour briser la glace. Oui, On a l'audace d'utiliser le vocabulaire émotionnel en acceptant le risque de froisser un peu. c'est ça. Et on entraîne nos muscles faciaux à trouver le bon code PIN. Parfait. Mais il reste l'éléphant dans la pièce. La mémorisation. Comment le cerveau humain peut-il concrètement ingérer et stocker des dizaines de ces nouvelles séquences sans exploser ? C'est le mur auquel se heurte n'importe quel apprenant après une journée d'immersion. C'est très dense, oui. Comment on organise cette masse d'informations ? Et c'est ici qu'intervient l'ingénierie de la mémorisation du guide. Une méthode structurée en étapes très précises, directement issue des neurosciences. La stratégie se décompose en 5 phases pour éviter la saturation. On vous écoute. Premièrement, le tri drastique. Le cerveau ne peut pas digérer 50 expressions idiomatiques simultanément. On limite l'apport à 10 expressions maximum par semaine pour respecter les limites de la mémoire de travail. D'accord, pas de gavage. Ensuite ? Deuxièmement, le codage sémantique personnel. On doit créer immédiatement 3 phrases qui ont un rapport direct avec sa propre vie pour chaque expression. Pour s'impliquer émotionnellement, quoi. Exactement. Troisièmement, l'activation dans les 48 heures. Il faut placer l'expression dans une vraie conversation. Quatrièmement, la répétition espacée, en revoyant la notion à 1 jour, 3 jours, 1 semaine et 1 mois. La fameuse courbe de l'oubli. Voilà. Et enfin, cinquièmement, l'immersion contextuelle. Laisser traîner ses oreilles dans des podcasts ou des séries pour repérer ces expressions dans la nature.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vais faire un petit zoom sur cette troisième étape. Cette obligation absolue d'utiliser l'expression dans les 48 heures. L'activation rapide, oui. Pourquoi cette fenêtre de tir est-elle si précise? Est-ce que c'est juste une petite pression psychologique artificielle ou y a-t-il un véritable compte à rebours biologique dans notre matière grise? Si l'on relie ça à une perspective plus large, on touche à un processus neurologique fondamental appelé l'élagage synaptique. L'élagage, Ouais. comme pour les arbres. Exactement la même idée. Notre cerveau est une machine conçue pour oublier. C'est rassurant. C'est sa fonction première de survie en fait. Nettoyer les informations non pertinentes pour garder de l'espace. Lorsqu'une nouvelle expression entre dans le cerveau, elle est étiquetée comme temporaire. Ok. Si dans les 48 heures, cette expression n'est pas connectée à une action physique, le mouvement de la bouche, le stress d'une conversation, le regard de l'autre, le cerveau la classe dans la corbeille et l'efface. Pio, envolé. En volée, en forçant la création de phrases personnelles, on active l'amygdale et l'hippocampe, on crée un marqueur émotionnel fort. D'où l'étape 2. Exact. Et en l'utilisant dans les 48 heures, on signale au système nerveux « Ne jette pas ça, c'est vital pour ma survie sociale C'est un piratage pur et simple de notre biologie, en fait. ». C'est exactement ça. C'est fascinant. C'est littéralement dire à son propre cerveau « Ce fichier est essentiel, sauvegarde-le sur le disque dur principal, s'il te plaît ». Sans ce signal, l'information disparaît. Et au-delà des langues, c'est vraiment l'antidote absolu contre l'infobésité. Vous savez, cette maladie moderne où l'on accumule des tonnes de podcasts, d'articles, de tutoriels. Pour tout oublier 3 jours plus tard. Mais oui. Transformer l'information passive en un acte de création personnelle immédiat, c'est probablement la seule façon d'apprendre quoi que ce soit aujourd'hui. Tout à fait. L'alliance de l'ancrage émotionnel par la création personnelle et de l'ancrage neurologique par la répétition espacée est un rempart invincible contre l'oubli. Que ce soit pour du vocabulaire ou autre chose. Oui, des concepts économiques, des techniques de négociation, la passivité est l'ennemi absolu de la rétention. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire, Sam, si l'on prend un peu de hauteur sur notre analyse d'aujourd'hui? Eh bien, Franchir ce maudit cap de l'intermédiaire, ce fameux niveau B1, ce n'est absolument pas une question d'empiler du vocabulaire de manière frénétique dans des carnets de notes. non, ça ne marche pas. C'est un changement de paradigme complet. C'est accepter de passer du statut de petit étudiant académique bien sage à celui d'acteur social. De plonger dans le grand bain. C'est ça. C'est s'approprier le jazz de la langue, sa mélodie, ses raccourcis, avec une méthode rigoureuse d'ingestion neurologique. Et surtout, Avec l'audace d'être imparfait. oui, l'audace d'être imparfait. Exactement. Le vrai marqueur de succès n'est pas la note à un test de grammaire. Une langue n'est pas un système mathématique froid. C'est un organisme vivant qui respire à travers la culture qui le porte. C'est joliment dit. Le point de bascule se produit lorsque l'on cesse de résister à l'étrangeté de cette nouvelle culture. Quand on lâche prise. Voilà. Lorsque le cerveau abandonne enfin la béquille de la traduction interne et commence à ressentir le monde directement à travers ces nouvelles sonorités. C'est à ce moment précis que l'on commence à vivre la langue. Vivre la langue. C'est une excellente conclusion. Mais avant de se quitter, j'aimerais soumettre une pensée un peu provocatrice à notre auditoire. Une idée qui prolonge vraiment tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui. Je vous écoute. Il existe en linguistique une théorie très célèbre, la fameuse hypothèse de Sapir-Whorf. Ah oui, un classique. Elle postule que la structure même du langage que nous parlons façonne notre façon de percevoir la réalité et de penser le monde. C'est une approche qui remet en perspective le pouvoir profond des mots sur notre propre cognition. Et c'est là que ça se devient complètement vertigineux. Imaginons un instant, si le langage sculpte notre esprit, est-ce que le simple fait de forcer son cerveau à adopter quotidiennement des expressions françaises si fondamentalement décontractées face à l'adversité? Des automatismes de survie, oui. Oui, des expressions comme c'est pas grave, t'inquiète ou le magnifique laisse tomber. Est-ce que cela pourrait avoir un impact mesurable sur notre psychologie profonde? C'est une vraie question philosophique. En répétant ces sons, en musclant notre mâchoire pour dire t'inquiète face au chaos du quotidien, est-ce qu'on ne finit pas par modifier notre propre câblage interne? On intègre le lâcher-prise culturel, en fait. La langue qu'on apprend, avec ses raccourcis imparfaits et sa philosophie du lâcher-prise, pourrait-elle devenir notre propre thérapie, nous rendant littéralement plus philosophes et plus détachés face aux petits imprévus de la vie? C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux apprenants. Je laisse notre auditoire méditer sur cette belle possibilité. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Continuez d'écouter, de tester et surtout
de faire des erreurs. Faites des erreurs, oui. Gardez toujours cette curiosité bien éveillée.